Bonsoir à tous, bienvenue pour ce sixième numéro de l'Apéritivo, journée très très spéciale en ce 22 avril. Il fête ses 39 ans, c'est une coqueluche du tifosi milanais. Il a marqué l'histoire du club, je parle bien évidemment de Ricardo Caca, qui fête ses 39 ans aujourd'hui. On va revenir en trois parties sur sa carrière. La première, on va revenir année après année sur son passage au club. La deuxième, on va parler de son prime, et quel prime, les amis, incroyable. Et sa troisième partie, on va revenir un peu sur son palmarès, c'est notre ressenti un peu plus personnel à nous. Et voilà, son palmarès, que ce soit avec l'équipe milanaise ou non. Et pour parler de tout ça, je suis pas tout seul. Je suis avec de jolis invités ce soir. Je suis avec Sokar. Salut Sokar. Hello à tous. Alan. Bien le bonjour Alan. Salut Adri, salut les gars, salut à tout le monde. Et Yann. Salut Yann. Bonsoir tout le monde. Donc on va commencer tout de suite, messieurs. Donc Kaka est né le 22 avril 1982 à Gama. Il a fait ses débuts en pro très rapidement avec l'équipe de Sao Paulo. Il effectue ses premiers débuts à l'âge de 18 ans. Un match très très important où il a marqué un doublé lors du tournoi de Rio Sao Paulo face à Botafogo justement, qui leur permet voilà de gagner ce tournoi. Il finit la saison avec 12 buts en 27 matchs. Et sa deuxième saison, 10 buts en 22 matchs, il attire les yeux sur lui. Des gros clubs se positionnent sur lui, notamment le PSG qui était vraiment intéressé avec l'AC Milan. On parlait plus d'un prêt, par contre côté parisien, mais au final Milan réussit à s'arracher la pépite brésilienne pour un montant de 8,5 millions, donc en 2003. Et est-ce que Yann, quand Kaka arrive en 2003 pour 8,5 millions, est-ce que avec l'effectif actuel, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de lui, quoi, avec l'effectif qu'on avait en 2003? Déjà, Kaka, il arrive d'un championnat qui est pas forcément très très pris au sérieux, si on peut dire ça comme ça, en Europe, qui est par les recruteurs, par des Leonardo, des Ariedo Braida à l'époque, ils scoutaient tout le temps dans le championnat brésilien, mais qu'on connaissait pas vraiment. Et cet après-midi, en faisant une petite recherche, je suis tombé sur une petite citation. On se souvient tous de l'arrivée de Kaka à Malpensa. Enfin, on s'en souvient tous. C'est une image qui a marqué beaucoup de gens dans le monde du journalisme, dans le monde du foot. C'est son arrivée à Malpensa avec sa dégaine. On a l'impression qu'on l'a habillé au Brésil, qu'on l'a habillé et puis qu'on l'a envoyé, qu'on l'a lancé dans l'avion. Puis c'est parti, mon ami, tu t'arrives en Europe là. Et puis j'ai Ancelotti dans sa biographie qui nous lâche une petite pépite de son ressenti de l'arrivée de Kaka à l'aéroport de Milan et il nous dit quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis mis la main dans les cheveux. Le petit avait des lunettes. Il était tout bien coiffé. Il avait une petite tête de petit garçon gentil. Il ne manquait plus que le petit cartable et puis le goûter. Il pouvait partir directement à l'université. Il disait mais on a pris vraiment un universitaire. Bienvenue à l'Erasmus. Et puis finalement, ensuite, Ancelotti dit, ben voilà, c'est comme ça que je le voyais. Et finalement, un beau jour, ben, il s'est présenté à l'entraînement. Et juste avant que l'entraînement commence, j'avais presque envie de lui demander, est-ce que tu as averti ton papa et ta maman qu'aujourd'hui, tu rentreras pas dîner? Et puis, il dit à ce moment-là bah, qu'il s'est totalement trompé parce qu'avec le ballon dans les pieds, il était juste monstrueux. Et il affirme ensuite que c'est vraiment un des joueurs qui l'a le plus impressionné en tant qu'entraîneur. C'est le joueur qu'il a entraîné qui l'a le plus impressionné. Donc un peu la première image de Kaka qu'on a tous eue, c'est cet étudiant qui débarque à Malpensa, tout bien coiffé, avec une petite cravate, si je me trompe pas, avec des petites lunettes. Et il vient en poste de numéro 10. Donc, au numéro 10, à ce moment-là, on a un Rui Costa, on a quand même des joueurs qui tiennent bien la route. Donc, son arrivée, on sait pas trop on sait pas trop à quoi s'attendre, on va pas se mentir. Et c'est vrai que pourtant, Alan, avec sa toute première saison avec l'AC Milan, en Serie A, on a des débuts très très prometteurs pour le coup. Ah ouais, c'est clair, une saison, enfin, il y a un début de saison canon où en quelques matchs vont lui suffire pour éclipser Rui Costa du 11 et déchaîner San Siro. En tout début de saison, il y a ce derby où c'est l'Inter qui reçoit et t'as un Kaka en feu qui va marquer son premier but avec les Rossoneri. Et ensuite, voilà, quoi, l'histoire, elle est en marche. L'AC Milan, elle va réaliser une de ses plus belles saisons sur le plan national, avec une équipe hors norme, hein, on la connaît tous. Un 11 puissant qui est puissant dans tous les compartiments du jeu, mais avec cette petite touche de jeunesse brésilienne qui va alimenter un Shevchenko en état de grâce cette année-là.
Mais même en Ligue des Champions, Soccer, on voit que Kaka, malgré son jeune âge et le fait qu'il arrive dans un nouveau club avec de nouveaux joueurs, de nouveaux coéquipiers, même là en Ligue des Champions, il fait plus que le travail. Il fait le travail, il participe en phase de poule, il nous met un but contre Bruges, il met un but contre le Celta Vigo, mais on retiendra surtout les matchs à élimination directe qui viennent juste après. Il participe à la qualification pendant les huitièmes contre Prague. Il y va de sa petite passe D lors du match retour quand on gagne 4-1 à domicile et qu'on élimine facilement le Sparta de Prague. Après un match aller à l'extérieur un peu plus, enfin beaucoup plus compliqué, qui se termine par un petit 0-0 des familles. Le match aller, par contre, et le match qu'on retiendra, c'est cette fameuse remontada espagnole, la toute première du nom qui a marqué les esprits, celle de contre la Corogne. On s'impose si facilement à domicile, 4-1, avec justement un doublé de Kaka dans ce match. Et on va après, sur le match retour, exploser complètement en Espagne 4-0 avec des erreurs défensives, alors qu'on avait une des meilleures défenses du monde et que c'est la signature du Milan. La défense explose complètement avec un but où c'est Maldini. Il n'a pas fait 36 000 erreurs dans sa carrière, mais ce coup-là, il nous coûte le premier but. Le deuxième but, il est pour Dida. Le troisième but, il est pour l'ensemble de la défense. C'est un match catastrophique où on parle vraiment pour une des premières fois d'une des plus grosses remontadas historiques, avant même, bien avant celle que les nouvelles générations connaissent, celle de Barcelone contre Paris. Pareil, ouais. Là, la toute première vraiment de l'histoire, c'était celle de la Corogne, alors qu'on avait à ce moment-là 92-93% de chances de se qualifier, on réussit à perdre. Alan, quand on voit, alors c'est peut-être subjectif ce que je vais te demander, mais quand on voit le début de Kaka, donc comme je disais, voilà, il est pas forcément connu du grand public, on a l'impression qu'il va commencer à exploser avec l'AC Milan. Est-ce qu'on se dit, on a affaire à une pépite ou juste on attend de voir ce que ça donne, mais pourquoi pas? Déjà, il arrive avec cette étiquette de grosse pépite quand même. Il a déjà une dizaine d'apparitions avec le Brésil. Il gagne la Coupe du Monde 2002, même si il joue que 20 minutes dans la compétition face au Costa Rica. Donc on s'attendait pas à ce qu'il explose aussi vite, quoi. Et c'est vrai que même si le PSG le voulait, on sait qu'il y avait aussi le Real Madrid qui voulait à tout prix l'avoir, mais Pérez voulait attendre qu'il explose véritablement avant d'essayer de l'enrôler. On va passer à la saison 2004-2005 avec toi, Yann, pour commencer. Lors de cet exercice, Kaka, il va jouer derrière Crespo-Shevchenko. Et là aussi, il a réalisé une très belle saison pour le coup. Il réalise une super saison, hein. Ça fait 36 matchs et 7 buts en Serie A, si je me trompe pas. 13 matchs et 2 buts en Ligue des Champions, mais c'est surtout son impact dans le jeu, moi, qui m'impressionne, parce que là, on parle quand même d'un joueur de 22 ans, qui est quand même assez grand, hein. Il fait 1m83, Kaka, et il est très très rapide. Il a un coup de rein absolument exceptionnel. Et là, il va être aussi aidé par deux attaquants incroyables devant, qui sont Shevchenko et Crespo, pour les servir dans ce rôle de numéro 10 qu'il avait, hein. Et puis moi, une des passes qui me marque et que je revois souvent dans les highlights et qui reviennent comme passe en profondeur incroyable, c'est lors de la finale de cette, je l'ai regardé encore l'autre jour, les highlights, j'ai stoppé à la première mi-temps, hein. Ça fait toujours autant mal, j'ai toujours autant l'incompréhension. À chaque fois que je regarde un résumé de ce match sur YouTube, je me dis, mais non, c'est pas possible, là, pas se passer ça. Non, je pense que t'as rêvé. Enfin bref, voilà, petite parenthèse, mais ça passe ce qu'il fait sur le but de Crespo. Crespo vient ajuster Jerzy Dudek avec un petit piqué absolument fantastique, et puis ça montrait l'élégance du joueur, balle au pied, qui était très fort physiquement, qui avait une vista incroyable, et aussi toute sa rapidité. Est-ce que Sokar, on peut parler à ce moment-là d'une année parce qu'il fait encore une grosse saison, Kaka. Alors est-ce qu'on peut parler d'une année en sorte de confirmation, d'éclosion? Est-ce qu'il est encore un peu trop tôt pour parler de ça ou autre chose? C'est un mélange de tout ça parce que on peut parler
de confirmation dans le sens où il fait encore une grosse saison, beaucoup moins buteur, mais beaucoup plus de passes D dû à son repositionnement. La saison de son arrivée, voilà, il jouait un peu en milieu offensif, mais souvent seconde pointe, dans une sorte de 4-3-2-1, voilà, de premier modèle de l'arbre d'Ancelotti. Alors que sur la saison 2004-2005, Ancelotti, il a bien dû composer avec le quatuor d'attaquants qu'il avait à l'époque, à savoir Shevchenko, Crespo, Inzaghi et Thomasson. Quand tu as 4 attaquants de pointe de ce niveau-là, tu es bien obligé de jouer à une composition avec 2 attaquants. Donc Kaka s'est retrouvé à jouer beaucoup plus milieu offensif, trequartista. Il fait une saison du coup avec moins de buts que la saison d'avant. Il a que 9 buts à son actif, entre guillemets, que 9 buts à son actif. Ouais. Par contre, c'est 20 passes D. 20 passes D, voilà, quand tu as des buteurs de cette qualité devant toi et que tu as le génie de Kaka déjà aussi jeune qu'il était à l'époque, bah voilà, ça te fait des stats merveilleuses. 9 buts, 20 passes D sur sa saison. Donc, confirmation de son niveau et éclosion à ce poste de numéro 10 trequartista qui va le mener au sommet. Sokar, il vient de le dire, Alan, 20 passes et 9 buts, c'est énorme pour un jeune joueur comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'un joueur influent? Ouais, bah déjà, c'est énorme dans le sens où c'est seulement sa 2e saison en Europe, dans le meilleur championnat du monde à ce moment-là. Donc déjà, tu vois où c'est que Kaka met la barre, enfin dès le début de sa carrière. Et cette saison 2004-2005, déjà, il commence la saison en fanfare avec 5 passes D en 5 matchs. Tu l'as dit, Yann, le trio qui formait avec Crespo et Shevchenko, il était incroyable. Et il est influent dans le sens où le Milan ne peut pas se passer de lui. Il joue la quasi-intégralité des matchs de Ligue des Champions et de championnat. Et le peu de fois où Kaka était absent sur la pelouse, le Milan s'est soit incliné, soit fait match nul cette saison. Et sa campagne de Ligue des Champions, elle est vraiment monstrueuse, avec notamment cette masterclass contre le PSV Eindhoven en demi-finale, enfin, surtout l'aller, le match aller où il fait il fait un match exceptionnel où il fait 2 passes décisives magnifiques. Et même le match retour, hein, il adresse une passe D à Thomasson remarquable. Et voilà, c'était vraiment impossible de le prendre au marquage. Il était hyper influent et ça laissait énormément de liberté au duo d'attaquants parce que les défenseurs ne savaient pas comment maîtriser le KKK. Yann, toi, quand on disait 20 passes D, 9 buts, pour toi, ouais, c'est vraiment un joueur influent ou est-ce que vraiment il est dans un collectif qui est bien huilé, qui joue bien, qui se trouve bien, ou est-ce que non, c'est vraiment un joueur à part qui fait que voilà, lui aussi peut faire tourner l'équipe en dehors des Shevchenko ou des joueurs comme ça. Pour moi, Alan le dit, hein, les matchs où il n'était pas forcément présent sur le terrain, ça s'est vite, il manquait un boulon, si on veut, dans l'effectif qui était quand même un effectif monstrueux. Et pour moi, la saison 2004-2005, c'est un des effectifs les plus monstrueux que j'ai vu de l'AC Milan. Je trouve que c'est vraiment un des effectifs les plus complets qu'on avait. Mais tout de même, tu voyais que quand Kaka était pas sur le terrain, Alan l'a dit là, ça marchait quand même bien moins. Donc c'était un joueur très très important. Après, moi j'ai toujours eu un petit peu l'impression que dans ces années-là, Kaka, on savait l'apprécier à sa juste valeur, oui, mais pour moi, il avait un travail un peu de l'ombre qu'il faisait, où il mettait en valeur un Shevchenko qui était vraiment la grande vedette, la grande star de notre équipe, qui était monstrueux. Mais pour moi, Kaka, j'ai toujours eu l'impression qu'il a toujours été un peu en dessous de Shevchenko, mais que pour moi, dès qu'on l'enlevait, il manquait vraiment quelque chose à cette équipe qui était très très important. Okay. Et ben on va parler maintenant pardon de la saison 2005-2006. Sokar, est-ce que tu peux nous parler juste de sa saison en Serie A, s'il te plaît? Sur cette saison-là, il continue son travail d'efficacité, de régularité, où il participe à énormément de victoires, de matchs, où il vient apporter sa patte, soit par un but, soit par une passe D. C'est pas d'énormes prestations où il porte à lui tout seul l'équipe, parce qu'on n'est pas dans ce schéma-là, dans ce Milan de la saison 2004-2005. Hein. Il est accompagné par d'immenses stars et d'excellents joueurs à tous les postes. Donc, il participe à son échelle en mettant des buts ça et là, comme le font les autres.
Devant lui, il a encore de nouveau Shevchenko et Inzaghi. Il a même Gilardino qui fait une très belle saison C'est à ce vrai. moment-là, Trop fort. marquant 19 buts, une vingtaine, plus d'une vingtaine de buts en tout cas sur l'ensemble de la saison, toutes compétitions confondues. Donc il a encore un trio devant lui qui est très efficace. Et malgré ça, avec un trio qui met tous, je crois, plus de 20 buts dans la saison, lui aussi arrive à se démarquer et à mettre ses 19 buts et plus d'une dizaine de passes décisives dans sa saison. Donc c'est encore une très très belle saison avec, on s'en souviendra, le triplé contre le Chievo Vérone, pas sur une journée hyper importante, pas sur un match extrêmement important, mais c'est son premier triplé en Serie A sur cette saison. Et qu'en est-il de la Ligue des Champions, Yann? Parce que là aussi, il fait encore une belle saison en Europe. Là aussi, il fait une grande saison en Ligue des Champions. On va tomber sur un os. Je vais sur un problème en demi-finale, mais on sort de cette Ligue des Champions qui nous a fait tant de mal, hein, où j'avais vu dans une interview d'Horacio qui disait que Galliani était arrivé juste après la finale et avait dit voilà les gars, c'est quelque chose qui arrive, on est l'AC Milan, on se relèvera. Et du coup c'est ce qu'on voit dans cette Ligue des Champions où on a un Milan très très conquérant avec porté par un Kaka toujours dans ce rôle un petit peu de l'ombre qui est en fait fondu dans ce collectif qui fonctionne si bien. Il va mettre des doublés face à Schalke en phase de groupe, face à Fenerbahçe aussi. Milan va finir premier de sa poule. Et ensuite, il va y avoir des gros matchs à San Siro. Hein. Je me souviens encore de ces immenses ambiances face au Bayern, où Kaka va notamment marquer lors du match retour une victoire 4-1. Si je me trompe pas, face aux Munichois, face à Oliver Kahn qui s'est plus donné de la tête face à nos attaquants. Et puis arrive le match face à Lyon, où là aussi Kaka est l'auteur d'un gros match, où on s'est fait quand même un peu peur face à Lyon, hein, où je me souviens que les Lyonnais étaient arrivés à San Siro gonflés à bloc, et puis que finalement c'est une erreur dans la défense lyonnaise qui lance tout à coup la machine milanaise, et puis que finalement on gagne. Et là aussi Kaka super influent. Et après, malheureusement, on va sortir en demi-finale face à un Brésilien aussi qui va nous faire tant de mal. Qui fait une passe décisive pour Juli. J'arrive pas à comprendre. Ça aussi, c'est des choses, j'arrive pas à comprendre encore comment il a réussi à poser ce petit ballon piqué au milieu de Pirlo, de Gattuso, de le faire passer par-dessus Nesta et entre Maldini, et puis Juli qui vient mettre un pied gauche monstrueux sur Dida. Mais là aussi, Kaka omniprésent lors de cette saison 2005-2006. Et puis voilà, malheureusement, on se fait éliminer en demi-finale par un immense Barcelone. On l'a dit, Sokarian, ils l'ont dit, Alan, il a encore fait une saison incroyable. Est-ce que, pour toi, il a vraiment passé un gap cette saison-là ou pas? Ouais, déjà, moi, Yann disait que c'était l'équipe 2004-2005 qui trouvait la plus forte. Moi, je trouve que c'est celle de 2005-2006 parce que tout le monde est vraiment, a vraiment encore pris un galon supérieur. Et concernant Kaka, je trouve qu'en 2006, déjà, il mérite pas loin d'être dans le gratin, dans les 10 premiers du Ballon d'Or. Je crois qu'il finit 8e, si je dis pas de bêtises, ou 11e, je sais plus. Mais ouais, la saison qu'il fait en 2005-2006, elle est juste, pour moi, c'est une de ses meilleures, une de ses plus abouties, hors 2007. Ouais, du coup, la deuxième bail, forcément. On va parler maintenant. Alors, on va passer du coup cette saison-là justement où on va y venir dans la partie 2. Donc, restez avec nous. Vraiment, c'est la suprématie de Kaka avec tous ses trophées, tout ce qu'il a gagné. Donc, on en parlera dans la deuxième partie. On va donc passer à la saison 2007-2008 où Kaka, on va dire, est un peu l'éclaircie de l'AC Milan. Parce que Milan est à la peine en Serie A et en Ligue des Champions, mais pourtant Kaka fait vraiment ses stats. Est-ce qu'on peut dire qu'il nous porte sur ses épaules, Alan? Ouais, lors de la saison 2007-2008, il me semble que c'est le joueur le mieux payé au monde. Donc, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, il a remporté le trophée ultime. Donc, il se doit de passer un cap ou de faire gagner les matchs au club. Et, on compte énormément sur lui, surtout qu'on a un effectif qui est décimé, qui est de plus en plus vieillissant. Donc malgré ça, son bilan statistique, il est vraiment bon. Je crois que cette saison, il fait plus de 10 passes D, plus de 10 buts, je crois en cumulé. 19 buts, 16 passes.
Voilà, c'est ça. Et c'est également le meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs que le Milan va remporter au Japon. Et c'est là que par contre qu'il finit huitième au Ballon d'Or. Donc non, franchement, c'est une saison individuelle excellente pour lui, contrairement au club où on finit cinquième et on se fait éliminer contre Arsenal en huitième de finale. Justement, Sokar, qu'est-ce qu'on peut retenir de la saison du Brésilien? Voilà, le fait que c'est devenu un joueur hors norme et qui commence, lui qui a été accompagné pendant toutes ces années par d'autres stars qui l'accompagnaient et qui l'aidaient à performer, là on arrive à un stade où c'est Kaka qui prend la relève et devient vraiment le leader technique et d'efficacité de l'équipe, là où d'autres commencent à rentrer dans une phase ils sont encore à leur pic, à leur sommet, mais on sent que le passage de relais est en train de se faire, quoi. C'est plus le petit jeune qui est aidé par les superstars. La superstar de Milan, maintenant, c'est vraiment lui, et c'est lui qui, effectivement, portait l'équipe sur cette saison-là. On va parler de la saison justement 2008-2009, où ce sera sa dernière saison avec l'AC Milan. On a un AC Milan, messieurs, qui commence à s'essouffler, malgré une bonne place en championnat où on est troisième. Euh, les pépins physiques commencent à s'accumuler justement pour le Brésilien, avec au total 11 semaines d'absence, dont 6 pour des blessures à la cheville, où il va seulement jouer 4 matchs en Europe. Donc en Europa League cette saison, parce qu'on avait fini cinquième la saison d'avant. Et justement, donc on est éliminé au match retour face au Werder, où justement il y a Kaka n'est pas là. Est-ce que Yann, quand Kaka n'est pas là, à cette période-là, Milan n'est plus le même? Oui, c'est clair. C'est clair pour moi. Déjà de plusieurs saisons, la saison précédente, pour moi, il porte vraiment cet effectif qui commence à devenir vieillissant et on en a parlé dans les épisodes de la prémisse de la Bande Terrera où on a l'impression que notre direction réagit pas forcément. On a certes un Thiago Silva en défense, on a Pato devant qui débarque et aussi une jeune pépite brésilienne. Mais c'est vrai que on a ce rouage au milieu du terrain qui est Ricardo Kaka qui manque cruellement quand il est pas là. Et tu l'as dit, la défaite, le match retour face au Werder Brême où on va faire qu'un 2-2, je crois c'est à la maison où on fait 2-2 où on prend quand même où on se qualifie pas quoi finalement face au Werder Brême pardon. Kaka manque cruellement et puis je pense que psychologiquement aussi, le fait d'être resté dans certes ce Milan qui l'adore beaucoup, il y avait déjà eu quelques rumeurs pendant l'été d'un éventuel départ dû à la non-qualification en Champions League alors de la saison précédente. Et puis, je pense que j'attache toujours beaucoup d'importance moi à l'aspect psychique, à toute la pression que doivent subir les footballeurs. Je pense que ça a un lien pour moi avec ces blessures à répétition. 11 semaines d'absence, notamment à cause de ses blessures à la cheville. Et puis, Milan sur le collectif, ça se ressent dans le jeu, dans l'efficacité. Kaka n'est pas là, ça joue nettement moins. Alors justement, par rapport à ce que vient de dire Yann Sokar, est-ce qu'on peut parler justement d'une Kaka dépendance? C'était assurément le cas. Je vais vous donner quelques chiffres, mais voilà, sur les 23 premières journées, Kaka a été absent 3 fois. Ça a été 3 défaites. 3 défaites du Milan sur les 4 défaites sur la première partie de saison jusqu'à la 23e journée. 3 des 4 défaites de Milan sont parce que Kaka n'est pas dans l'effectif. Tous les autres matchs, il les a joués. Pas forcément toujours 90 minutes, mais il les a joués. Il a marqué, il a fait ses passes D. Dès qu'il n'était pas là, ça a été 3 défaites. On a perdu la toute première journée sans lui à domicile contre Bologne. On a perdu ensuite à Palerme sans lui. Et on a perdu le derby d'Italie version jeu Milan en tout cas, pas le jeu Inter mais le jeu Milan 4-2 à Turin sans lui et de nouveau du coup avec sa blessure à la malléole en février au moment justement du match dont parlait Yann contre le Werder, on se qualifie pas contre le Werder, on fait juste 1-1 chez eux et 2-2 chez nous et on enchaîne aussi 4 matchs sans lui en championnat pendant lesquels on va encore perdre de nouveau 2 fois le derby contre l'Inter de la 24e journée et à la Sampdoria. On gagne à domicile contre Cagliari et puis l'Atalanta de l'époque qui n'est pas l'Atalanta de maintenant sans lui, mais ça fait quand même 2 défaites de plus. Donc au final, au niveau de la 27e journée, Kaka il a raté 7 matchs. Sur ces 7 matchs, ça fait 5 défaites.
est énorme. Énorme. C'est vrai que les stats sont impressionnantes. Après, Alan, on a justement Milan et Kaka qui commencent à négocier un départ. On a des clubs anglais qui se positionnent dessus. On a Chelsea, on a City, mais les négociations elles échouent à cause du salaire. On n'arrive pas à s'entendre sur le salaire. Et on a un club, Alan, qui apparaît. Et du coup, qu'est-ce qui Ah, ça me fait du mal de le dire parce que en plus, je les porte pas du tout dans mon cœur, mais en effet, ouais, le Real Madrid qui avait déjà tenté à plusieurs reprises de nous le piquer dans les 2006, en 2007, etc. Ils vont poser une offre monumentale de 68 millions d'euros. Kaka ne voulait pas partir. Ses coéquipiers ne voulaient pas le voir partir. Le staff ne voulait pas le voir partir. Les supporters, j'en parle pas. Mais malheureusement, le Milan avait des dettes. Le Milan n'avait pas d'autre solution que de le cesser au merengue. Et du coup, ça a créé un énorme vide. part donc du Real, donc forcément, tous nous en tant que supporters, forcément, on est attristés parce que, comme je le disais en tout début, c'était un peu la coqueluche des supporters. C'est que Ouais. c'était l'idole de beaucoup de supporters. Et donc, il part, mais il revient. En 2013, on a un comeback justement du prodige brésilien. Au Real, ça se passe plutôt mal, des pépins physiques récurrents, des performances décevantes. Un certain Mesut Özil lui passe même devant dans la hiérarchie. Kaka ne peut plus se contenter d'être un second. Il décide publiquement d'annoncer son départ du Real. Donc, il part du club madrilène le 2 septembre 2013. Il rejoint Milan gratuitement. Dès son arrivée, il se fait remarquer pour des raisons. Pour quelles raisons justement, Yann? Justement, il décide, c'est un super geste et c'est là qu'on voit l'amour qu'il avait pour ce maillot. Et puis, pourquoi on l'aimait? Parce que on le voit souvent dans les entraîneurs qui ont eu affaire à lui, que c'était un garçon bourré de talent, mais que c'était un garçon aussi génial à entraîner, toujours ponctuel, toujours bien élevé. Et puis là, il est blessé aux adducteurs. Il revient dans un Milan qui sait qui est un peu en galère financière, qui est en galère sportivement, qui est en galère un peu partout. Et puis il se blesse aux adducteurs, je crois. Ouais, Et c'est ça. du coup, il décide de renoncer à son salaire, ce qui est un geste pour moi que je trouve incroyable. Moi, chez des joueurs de foot, de renoncer comme ça de son salaire quand on sait les sommes astronomiques qu'ils gagnent et l'importance qu'ils ont à toucher certains salaires. Quand on voit maintenant comment on galère à faire à renouveler le salaire de certains joueurs, et je trouve toujours un geste vraiment beau et d'amour pour le maillot de renoncer à son salaire quand on est blessé, et surtout quand on vient de retourner dans notre club de cœur qu'on sait qui est en galère. Donc ça montre une nouvelle fois le personnage le personnage qu'il a été lorsqu'il était chez nous, et la bonté de cette personne. Ouais, ça en dit beaucoup sur le joueur globalement, Sur Alan. le joueur, un joueur généreux, ouais, un joueur ultra Mm. généreux, quand on en parlait avant, toutes ses passes décisives et tout, et puis qui n'hésite pas à se sacrifier pour l'équipe. Et ce geste, c'est un petit geste parmi tant d'autres qu'il a fait, qui a montré la beauté de ce joueur. C'est Euh, clair. Vas-y, Alan, vas-y. Ouais, c'est vrai que Kaka, il a toujours eu une attitude irréprochable, toujours professionnel, une excellente mentalité. Et c'est pour ça aussi que c'est un joueur très apprécié par toute la planète football, pas uniquement que les supporters milanais. Je me souviens de cette déclaration de Pato qui avait dit à son arrivée au club qu'il avait le choix entre la team à Ronaldo, branché filles, bar, boîte et tout. Et d'autre côté, tu avais le côté de Kaka, plus dans la foi, plus posé et tout. Et bon, finalement, Pato, il a choisi le côté sombre, mais bon, tu vois vraiment que l'image de Kaka qu'il avait, c'était vraiment une image d'un mec Hmm. vraiment, vraiment fiable, etc. Et même au Real, Mourinho, il a jamais voulu lui faire confiance. Il a jamais voulu lui donner de la continuité en préférant justement des Ozil, Di Maria, etc. Il aurait pu faire des histoires, il aurait pu se plaindre, etc. Mais il a toujours été professionnel. Et Florentino Pérez a même déclaré que c'était l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus professionnel qu'il ait connu dans sa carrière. Il s'est du coup fait remarquer hors sportif, Sokar, mais aussi justement par rapport aux sportifs. Et justement, il marque un peu plus l'histoire du club de nouveau. Déjà, on sait à quel point l'histoire des retours à Milan a rarement été fructueux. Shevchenko, quand il est revenu jouer, Mm.
c'est pas le même Shevchenko après ses 2 piges à Chelsea. Là, on n'a pas retrouvé un Shevchenko aussi efficace, aussi flamboyant. Plus récemment, on peut penser au deuxième passage de Balotelli qui n'a pas été étincelant et qui s'est rapidement éteint. On peut penser au retour de Boateng qui pareil, n'a quasiment pas joué ou n'a pas été bon. Donc l'histoire des retours à Milan, ça se passe jamais très très bien. Alors que lui, là, sur cette saison qu'il a passé chez nous, il a réussi quand même à faire son boulot. Voilà, c'était plus le Kaka Ballon d'Or d'un niveau stratosphérique, mais ça restait un très grand joueur qui a fini 2e meilleur buteur de l'équipe, qui a mis ses passes D, qui a bien servi Balotelli. Il a continué à planter, il a inscrit à travers cette saison, il a gagné sa place dans le top 10 des buteurs du club, ce qui est pas rien. Il n'aurait pas été s'il n'était pas revenu faire cette dernière pige, il serait resté hors du top 10 et on sait à quel point ça peut être symbolique de figurer dans un tel top. Il a réussi, il a porté aussi plusieurs fois le brassard durant cette saison, alors que souvenez-vous, je sais que ça va faire mal, mais souvenez-vous qu'à ce moment-là, la personne qui portait le brassard, c'était Ricardo Montolivo, le clone diabolique de Gad Elmaleh. On a eu aussi Abbiati il y a quelques moments dans la saison à porter ce brassard, mais le plus souvent c'était Montolivo. Et quelle honte, quel scandale, cette pensée, ça me donne la nausée. Un joueur aussi peu professionnel, un véritable cancer, accroché à son salaire pendant des années. Voilà. Rien que d'y penser, j'ai les frissons. Et voilà, de cette image de brassard autour du bras de Montolivo pendant au moins cette saison. Du coup, après voilà, ce passage à Milan, il décide de partir aux US du côté de Orlando, où voilà, il fera alors attendez, j'ai les stats, je vais juste le retrouver. Il va jouer du coup 75 matchs, il va marquer 25 buts, il va livrer 19 passes décisives, donc c'est vraiment plutôt correct, parce que voilà, il commence vraiment à être en fin de carrière, et voilà. Donc on passe maintenant, messieurs, à la partie 2, où justement c'est la suprématie, l'apogée de Kaka. Alors le Brésilien, il réalise totalement une saison exceptionnelle, sûrement la plus belle de sa carrière, où il a marqué des esprits. Milan est plus en vue sur la scène européenne qu'en Serie A, puisque les Rossoneri vont terminer 4e de l'exercice de Serie A 2006-2007. Kaka finira à 8 buts et 7 passes décisives dans 31 matchs, mais ce qui va vraiment nous intéresser le plus, c'est vraiment en Ligue des Champions. Mais pas que, forcément, parce qu'il va se passer d'autres choses. On va commencer déjà par Ligue des Champions, où Kaka a éliminé la scène européenne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Sokar? Sa régularité de l'époque, voilà, on en parlait quand on parlait de la saison 2005-2006, il était vraiment à son prime en termes d'efficacité, de régularité, où il y avait très peu de matchs où il n'apportait pas quelque chose, où il n'était pas décisif. Cette saison, autant en championnat, il a eu certains trous, certains moments où voilà, il n'arrivait pas à mettre son petit but, sa petite passe D, autant en Ligue des Champions, il a été très régulier, notamment dans la phase à élimination directe. En phase de poule, voilà, il est but passe D contre Athènes, il nous met un but à Anderlecht. Dans le match retour à domicile, il met son premier triplé en Ligue des Champions, après avoir mis un an plus tôt son premier triplé en Serie A. Là, il le met contre Anderlecht. Et donc, en phase à élimination directe, il participe de façon décisive à la victoire contre le Celtic avec le but en prolongation. Il met le but à domicile contre le Bayern. Il met un des buts à l'extérieur dans le match retour quand on réussit le petit exploit de s'imposer 2-0 à Munich. Il met les 2 buts de Milan. Il essaie de sonner la révolte dans le match aller contre Manchester. On se souvient de ce petit rush là, de cette tête, etc. Et donc pour le match retour et donc ce but voilà pour le 3-0. Et il met aussi une des passes décisives dans la victoire finale contre Liverpool, notre revanche du cauchemar d'Istanbul. On a pris notre revanche et c'est en partie grâce à lui. Voilà, une régularité à toute épreuve sur cette saison 2006-2007 qui, à terme, lui apportera énormément de crédit pour aller récupérer son ballon d'or. On va reparler rapidement des demi-finales. Alain Kaka, justement, a marqué
tous les esprits avec ce but magnifique. Ah, évidemment, évidemment. Yann en avait très bien parlé dans un précédent Nostro Milan, justement, où cette double confrontation exceptionnelle où Kaka, il va atomiser la meilleure équipe du monde. Cette année-là, Manchester United était largement favori, mais le Milan va s'imposer 6-2 sur l'ensemble des doubles confrontations. Et oui, c'est au match aller que Kaka va 6-3 pardon sur les deux confrontations. Et c'est au match aller que Kaka va entrer dans la légende avec ce doublé mémorable. Déjà le premier but, il est magnifique déjà. On en parle pas assez du premier but. Ouais. Heinze, le pauvre, il déstabilise Heinze, mais d'une violence, c'est assez fou. Et puis à ce deuxième but, voilà, il y a rien à ajouter. On l'a tous vu 1 milliard de fois, tout est splendide. Des buts comme ça, on en a plus vu. Je sais même pas si on en reverra. Le pauvre Fletcher, le pauvre Evra, le pauvre Heinze, ils ont passé une sale soirée. Et à ce moment-là, on sait d'ores et déjà qu'il est à la lutte avec Cristiano Ronaldo pour être le meilleur joueur du monde. On hésite entre les deux. Les deux sont en demi-finale. C'est vraiment l'affrontement. Et cette demi-finale, on sait d'ores et déjà maintenant que c'est Kaka le best cette année-là. Yann, quand on voit justement le but là de Kaka, est-ce que ça résume pas un peu son talent dans le sens où en fait c'est un génie de faire ça. Est-ce que ça résume pour toi vraiment ce que ces joueurs sur une seule action? Ça résume le joueur, oui et non, parce que comme on l'a dit avant, c'était un joueur Kaka quand même qui était très généreux, qui n'hésitait pas à faire privilégier des passes décisives à des actions solitaires comme ça. Mais c'est vrai que cette saison-là, 2006-2007 en Champions League, moi j'ai toujours eu un peu l'impression que c'est après le départ de Shevchenko, où sur le front de l'attaque, il a eu plus de liberté, il a pu plus s'exprimer, on a aussi eu l'occasion de plus pouvoir l'apprécier. Mais c'est juste incroyable. Et ce but-là, oui, ça représente Kaka, ça représente tout ce qu'il est capable de faire. Après, le Kaka que je retiens le plus, c'est le Kaka de la finale qui vient te poser une petite passe décisive magnifique, millimétrée pour ce diable de Pippo Inzaghi. Mais ce but, il est juste fantastique. Hein. J'en ai déjà parlé. Alan l'a dit dans un autre podcast. Pour moi, c'est le sommet d'un match que j'ai vu à Milan. Cette double confrontation face à Manchester. Le premier but face à Manchester, on n'en parle pas assez, mais il est face à Van der Sar. Il tape un tir du gauche après avoir pris de vitesse toute la défense. Il va le mettre dans le petit filet. C'est juste fou. Et ensuite, le deuxième but, Alan l'a parfaitement décrit. Je vais pas revenir, mais j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, quoi. Ah, même. Donc c'est vrai que du coup, Milan va remporter la Ligue des Champions. Kaka est encore décisif. Les gars, vous l'avez dit. Mais justement, ça s'arrête pas là. Pour lui en tout cas, parce que avec 444 points devant CR7 277 points et Messi 255 points, Kaka remporte le Ballon d'Or. Donc c'est le dernier joueur à remporter le Ballon d'Or après justement Messi et Ronaldo. Est-ce qu'à ce moment-là, Sokar, Kaka est au sommet du monde du football? Ah oui, il remporte la plus grosse des compétitions, et il sort, il a son ballon d'or, il est au-dessus de Ronaldo et Messi qui, à ce moment-là, il faut remettre les choses dans leur contexte, ne sont pas encore le Ronaldo et le Messi qu'on connaît en 2021 et que beaucoup estiment à raison être les deux meilleurs joueurs de l'histoire du foot. À ce moment-là, oui, Kaka, il est un peu plus vieux, il est vraiment à son prime, il est au-dessus, il gagne tout. Avec Milan, il a fait ses preuves. Il y a pas grand-chose à dire de plus. Oui, c'est le numéro 1. Voilà, sur cette saison-là, il était au-dessus de tout le monde par des gestes, des buts, une régularité. Personne n'était à ce niveau-là. Est-ce que Alan, on pouvait entre guillemets s'en douter quand on voit sa saison justement d'avant, où sa saison elle est monstrueuse, c'est limite sa deuxième meilleure saison justement. Cette saison-là où vraiment il est encore incroyable. Est-ce qu'au final c'est vraiment en fait dans la logique des choses, est-ce qu'il était vraiment prédestiné à avoir ce Ballon d'Or justement?
Ouais, bah ça allait dans la logique des choses complètement. Il y avait son homologue brésilien Ronaldinho qui faisait des choses incroyables en Espagne et en Italie. On en avait que pour Kaka à l'époque. C'était vraiment les deux cracks brésiliens et c'est totalement logique qu'il allait remporter ce Ballon d'Or et on s'y attendait en quelque sorte. Eh ben, très bien. Et ben, on va passer à la dernière partie déjà. Voilà, on va revenir un peu sur son palmarès et comme je vous disais tout à l'heure, on va plus nous notre ressenti à nous sur le joueur. Pour refaire un petit tour sur son palmarès, c'est donc une Ligue des Champions, une Serie A, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Italie, un Ballon d'Or, 300 matchs, 104 buts. Soka, on est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs joueurs que Milan ait connu. À l'échelle de Milan, oui, voilà, comme je t'ai dit, grâce à son retour en deuxième pour son comeback, il a intégré le top 10 des meilleurs buteurs. Il a vécu l'une des plus belles périodes de l'histoire du Milan sous Ancelotti. Il a amassé les trophées. Euh, il a marqué l'une des plus belles pages, l'une des plus belles séries du club. Donc, il a marqué l'esprit des supporters à jamais. Il faut voir qu'il était le joueur numéro un pour Milan et à une époque où le foot voilà, explosait en termes de spectateurs, de mondialisation. Il y a eu des grandes époques, des grands joueurs dans les années 80, 90, au début des années 2000, mais qui n'ont pas bénéficié de l'explosion de la bulle Internet, qui fait que le sport et le foot en particulier s'est développé. Le foot, c'était plus vraiment un truc seulement d'Européens, c'est le monde entier là qui découvrait le foot à travers Internet, qui pouvait voir les matchs. Voilà, bon, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais les matchs qu'on pouvait suivre au début des années 2000, fin 90-2000, bah, c'était grosso modo, quand on habitait en France et qu'on supportait Milan, c'était seulement les matchs de Ligue des Champions. Là, au début des années 2000, c'était enfin, on pouvait regarder de façon plus ou moins légale les matchs enfin du championnat italien. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment marqué toute la génération de fans du monde entier parce qu'on pouvait enfin voir les matchs du Milan et pas seulement les gros matchs qui étaient diffusés à la télévision quand les chaînes choisissaient de diffuser Milan et pas un autre club. C'était vraiment un symbole de la réussite. C'était un joueur qui arrivait jeune chez nous. On avait un peu l'impression que c'était le bébé, le petit favori, voilà, qu'on a vu se développer, prendre son envol et devenir une superstar du foot. Donc, outre les stats, les chiffres, etc., c'est un joueur voilà, que le monde entier et le monde des supporters de Milan a appris à aimer tout naturellement pour énormément de choses, pas seulement son apport sportif. C'était un contexte de l'époque qui faisait que c'était le joueur qui symbolisait la réussite et qui nous a fait encore plus nous accrocher à ce club ou qui a fait naître des passions. Eh ben, justement, après, alors, ça va être encore une fois très subjectif, mais toi là, je sais que tu t'aimes vraiment bien Kaka. Pour toi, qu'est-ce qui représente justement ce joueur-là? Il représente toute mon adolescence où justement ouais on pouvait voir les matchs au-delà de TF1 et de Canal. Déjà en plus on oublie souvent de le mentionner mais c'est le meilleur passeur décisif du club. Donc ça Ah d'accord, moi, je savais même pas. ouais c'est le numéro un. Donc moi enfin je sais pas j'ai très peu de mots pour décrire ce talent brut parce qu'il avait tout et sa panoplie elle était hyper folle, sa technique, sa rapidité, ses rushs exceptionnels et en plus c'est sans doute l'un des derniers numéro 10 du football. Donc c'est comme ça qui m'a marqué, son numéro 22, sa célébration où il lève les doigts vers le ciel et tout. Enfin c'est un tout. Kaka c'est plus que le football pour moi. Kaka, c'est un joueur qui t'a marqué, toi, Yann? Ouais, bien sûr, dans mon enfance, je me souviens peut-être pas des moments. J'étais jeune hein, au tout début que je commençais à supporter Milan et je me souviens des premiers moments où j'avais commencé ça fait dans les années 2005 comme ça, où je débarquais aux leçons de sport à l'école ou aux entraînements de foot avec le maillot Kaka dans le dos et on en a subi des moqueries quand on était petit et qu'on Ah, arrivait
avec le numéro 22 floqué Kaka sur le dos, ça n'a pas toujours été évident. Mais par la suite, justement, avec, comme disait Sokar, la mondialisation, que Kaka est arrivé un peu au grand jour aux yeux de tout le monde, et ben c'était tout à coup, on n'entendait plus personne nous dire qu'on avait un maillot en négatif, nous dire qu'on avait un maillot de Kaka dans le dos. Non, mais puis sinon, au niveau du joueur, c'était l'impact qu'il avait, et puis aussi en Italie, je me souviens que c'était un joueur qui était super apprécié, déjà du fait qu'il faisait partie de cette lignée brésilienne de 2002 qui avait marqué beaucoup, beaucoup de monde, hein. Et puis tout ce qu'il a fait dans notre club, après, ça m'a complètement marqué. Des matchs comme Manchester, je cesse de le rappeler, c'est juste des moments totalement fous que j'ai vécu en tant que supporter de l'AC Milan. Donc oui, c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué. C'est un joueur qui m'a aussi fait beaucoup, beaucoup de mal parce que on n'a pas parlé beaucoup ce soir, mais son départ à Madrid là en 2009, 2008, je sais pas 2009, exactement. ouais. En 2009, il fait très, très, très mal. Le voir partir chez les Merengues pour une telle somme, le voir arriver en tant que grande star là-bas, ça m'a vraiment fait très, très mal. Mais l'amour qu'on a pour ce joueur, Alan l'a dit, c'est au-delà du football. C'était incroyable. Est-ce que Sokar, justement, alors par rapport à son palmarès et par rapport à ce que les Milanais pensent de lui, est-ce que il serait pas un peu sous-coté, mais dans le monde du foot, j'entends par là parce que c'est vrai que quand on voit des 11 de légende, des joueurs qui ont marqué certaines personnes en dehors des joueurs du Milan, au final on entend, on voit peu Ricardo Kaka. Alors est-ce qu'au final il est sous-coté ou est-ce que vraiment il a sa juste valeur pour toi? Et sous-coté, oui, d'une certaine façon, parce qu'il était un peu il a été dans l'ombre de Ronaldo une fois qu'il arrive à Madrid. Voilà, s'il y a un seul club dans l'histoire du foot et à l'échelle mondiale qui a plus de renommée et qui a plus d'importance que Milan, c'est le Real. Et le Kaka, quand il est arrivé au Real, quand on lui a demandé de briller, il a eu beaucoup de mal. Il y a eu des histoires de blessures, il y a eu c'était blessure aux adducteurs qu'il a eu là, la blessure des footballeurs, j'ai plus le nom en tête. Je ne sais plus. Mais si, adducteur, il a eu pas mal de blessures d'adducteur. Il n'y a pas une pubalgie ou quelque chose comme ça. Pubalgie, voilà, la pubalgie, voilà, qui nuit à énormément de footballeurs et qui lui a vraiment brisé sa période madrilène. Mais donc oui, à ce niveau-là, voilà, le retentissement de l'échec, parce que c'était un énorme échec. On se dit qu'un transfert à 68 millions en 2021, c'est pas un transfert, c'est un gros transfert, mais c'est pas énorme. C'est plus les sommes qu'on évoque pour Mbappé maintenant ou Neymar qui dépassent les centaines de millions. Mais au moment où on le vend, c'est un transfert énorme. C'est un vrai retentissement à l'échelle du foot mondial. Le Real attend celui qui était Ballon d'Or en 2007, un gars qui va venir révolutionner et améliorer encore son équipe déjà composée de superstars. Et au final, non, c'est une déception. Et cette image-là d'un Kaka qui échoue en dehors du championnat d'Italie, qui commençait à être déjà sur la pente descendante, ça lui a énormément été préjudiciable. Les gens ont commencé à dire oui, il brillait en championnat d'Italie parce que c'est le championnat d'Italie. Voilà, là on le met dans un championnat entre guillemets plus fort, etc. Et puis on voit le vrai Kaka. Bon, c'était complètement faux, mais on sait à quel point les supporters madrilènes sont particuliers dans le traitement de leurs stars quand ils jouent chez eux. Et puis les départs, on les ça. Pas de célébration. Voilà, c'est les pires des comment dire, on va pas, c'est pas des faux fans parce que voilà, mais c'est des opportunistes, voilà, dès que le joueur ne porte plus leur maillot, le traitement qu'ils ont réservé à Raoul, Casillas aussi, ont été scandaleux, voilà, ça se rapproche en quelque part de ce qu'a subi en partie Maldini, mais bon, au Real c'est particulier, c'est pour absolument tous les joueurs que ça marche comme ça. Donc il a subi ce truc-là. Et après, il y a eu l'explosion des deux monstres, Messi et Ronaldo, qui étaient toujours meilleurs, au-dessus, etc. Donc, la grosse période de développement de Kaka, ça a été, voilà, comme je vous disais, un moment où le monde entier n'avait pas forcément accès au foot tel qu'on l'a maintenant.
et que quand tout le monde a pu voir les matchs qu'il voulait quand il voulait via des abonnements, via la télé, le streaming, tout ce que vous voulez, les deux seuls qui explosaient tout sur leur passage, c'était Ronaldo et Messi. Et la grosse période d'efficacité de Kaka, elle a été un peu mise sous le tapis, quoi. Les nouvelles générations, Kaka, ça leur évoque pas forcément grand-chose, parce que déjà, Milan en soi ne leur évoque pas forcément grand-chose, c'est triste à dire, mais les plus jeunes, c'est comme ça. C'est pour ça. Sous-côté, à l'échelle des nouvelles générations, oui, si on demande aux anciennes générations et ceux qui ont suivi la Ligue des Champions et ses plus belles périodes, ils connaîtront Kaka. Et voilà, ça sera quelqu'un qui figurera pas, toutes les raisons, dans des top 11 de légendes, de ci, de ça, et sans doute pas en France. On demande à des Brésiliens ou des Italiens, oui, à d'autres, non. Alan, tu voulais réagir? Ouais, je pense aussi, il y a aussi la dimension internationale aussi qui plaide pas forcément en sa faveur comparé aux autres légendes qui peuvent y figurer. Il a quand même 92 sélections, il me semble, pour une trentaine de buts. Mais il a jamais eu un rôle majeur dans une grande compétition internationale. Et je pense que ça peut peut-être faire en sorte qu'on le sous-cote, malheureusement. Il y a les Coupes des Confédérations comme 2005-2009 où il a sa part de responsabilité, surtout celle de 2005 où il a une certaine efficacité. Ouais, mais après ça reste un peu d'accord, c'est pas la compétition majeure, quoi. Ouais. Yann, donc on est tous d'accord pour dire que ça fait partie enfin c'est une des légendes du Milan. Mais Yann, est-ce que pour toi, il est au même niveau que des Maldini, que des Gattuso, ou il est un cran en dessous un petit peu de ces gens-là? C'est une question difficile. Je pense que des Maldini, des Baresi, je pense que c'est clairement intouchable. On pourra jamais toucher à ces noms-là. J'avais déjà compris ce côté légendaire qu'avaient ces deux joueurs rien qu'en suivant l'AC Milan, en fréquentant un peu plus San Siro, je l'ai encore beaucoup plus compris que c'est vraiment quelque chose ils sont dans les fondations du stade, tu le ressens, ça se parle. Tu arrives au bord du stade, tu vois des numéros 3, des numéros 6 partout, ce que tu ne vois beaucoup moins pour Kaka, ce qui est pour moi normal quand tu vois l'impact qu'ont eu les deux joueurs italiens. Après, je pense que c'est un joueur qui a marqué sa génération. La petite ombre au tableau pour moi qui fait que peut-être Gattuso serait peut-être plus apprécié. Et encore, je suis pas forcément sûr. C'est son départ à Madrid qui pour moi a rompu beaucoup de choses avec beaucoup de supporters. Et on le sait, c'est toujours quand même. J'en ai parlé tout à l'heure, ça fait beaucoup de mal de le voir partir comme ça, même si on sait qu'il a beaucoup d'amour pour ce club, même si on sait qu'il aurait tout donné pour ce club quand il revient et qu'il fait son mois sans être payé, c'est encore une preuve. Mais après ce départ, c'est quand même un coup où Milan est en galère et son départ, il acte vraiment le début de la vraie grosse galère, la vraie banterera comme on l'appelle dans le milieu. Donc le mettre au niveau, alors d'un Maldini Baresi, absolument pas. Le mettre au même niveau qu'à Gattuso, je sais pas. Je suis curieux de savoir, de connaître l'avis de mes collègues. Soccer par exemple, toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, un grand joueur d'une certaine époque, mais effectivement, là, ce départ, cette cassure, même si elle n'est pas de son fait et que lui aurait certainement préféré rester si on lui avait donné le choix, non, ça fait qu'il peut pas se classer assurément au sommet de légende, de régularité, de classe, d'efficacité, de fidélité qu'étaient Baresi et Maldini. Mais même par rapport à un Gattuso, effectivement, moi je classe Kaka en dessous. Donc on le remercie pour ses très belles années de bon service. Il nous a fait rêver, il nous a aidé à apprécier encore davantage le club. Mais non, il n'est pas. Il figurait certainement dans mon top 10, voilà, mais pas dans un top 5. Pour toi, Alan, on va finir là-dessus. Pour toi, Alan, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vraiment il est en dessous, voilà, des Gattuso, des joueurs comme ça, ou vraiment,
Enfin, Ouais, j'ai envie de le mettre un peu à la même échelle, hein. Honnêtement, ouais. il a quand même, comme je disais, le record de passes décisives. L'année où il arrive, en 2003-2004, il fait une saison, il est déjà élu meilleur joueur du championnat, devant des Totti, des Gilardino qui étaient chauds avec Parme, Je crois que c'est meilleur joueur des étranger, je crois. Shevchenko. Ah, c'est pas tout Je crois que confondu? c'est meilleur joueur étranger de la série A. Je dis peut-être une bêtise, mais je suis Je quasi crois que sûr. je sais plus si c'est les deux ou pas. Enfin, je trouve absolument fou qu'il hérite même du trophée de meilleur étranger du championnat quand on sait combien c'est difficile de performer dans ce championnat à l'époque. Et quand t'es sud-américain, qui plus est, et lui, il a, avec sa classe, sa clairvoyance, franchement, sa campagne de Ligue des Champions 2006-2017, j'ai pas enfin, il y a aucun Milanais à part qui a fait une saison à sa hauteur en tant que milieu offensif. Parce que les attaquants, ils ont eu leurs stats, hein, les Van Basten, les Inzaghi aussi en 2003, ils ont fait d'énormes stats en Champions League. Mais la saison 2006-2007 de Kaka, pour moi, rien que ça lui donne enfin, ça lui donne comment ça s'appelle ça? La légitimité, voilà, pour être dans les top 5, top 10 des légendes, ouais. Ok, parfait. Et ben messieurs, avez-vous des choses à rajouter par rapport à ce joueur? Vous avez tout dit. Je pense qu'on a été assez Euh, complet sur l'ensemble de sa carrière. Voilà, pour moi, j'ai rien de plus à rajouter. Voilà, c'est un joueur qui restera dans nos cœurs parce qu'il nous a voilà. Quand on a grandi avec le club, c'était lui l'un des symboles et voilà, on le remercie pour ça. Peut-être que sans lui, il y a beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo, qui sont fans de Milan, qui auraient choisi un autre club tout simplement. Ok. Et ben, en tout cas, messieurs, merci. surtout Oui, vas-y, aussi, vas-y, Alain. je voulais rajouter qu'on a failli jamais connaître Kaka parce qu'il a 18 ans, il est victime d'un grave accident dans la piscine de ses grands-parents où il va se casser la sixième vertèbre du cou, il me semble. Et il devait être paralysé. Il a failli être paralysé et miraculeusement, une attelle et des glaçons. Et ça va le soigner et il va rien avoir, aucune séquelle. Et bah, c'est de là qu'est venue sa foi en Dieu, justement. Et je pense que ouais, on a failli jamais connaître ce joyau brésilien. Ok, bah merci pour cette. Toi, je ne savais pas non plus, donc merci pour la précision, Alan. Puis, messieurs, merci d'avoir été à mes côtés pour cette émission. Elle aura duré ouais, quasi une petite heure. Donc merci beaucoup. C'était très belle émission, intéressant sur ce joueur qui a marqué beaucoup d'esprit au sein de la communauté milanaise et même en dehors. Merci à vous d'avoir été avec nous, les viewers. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Milan Actu ou sur le Milan. Et on vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao les gars. Ciao à tous.